Tu as 30 jours pour quitter ma maison, a ricané ma mère. Papa a ajouté, il est temps que tu apprennes l'indépendance. Ma sœur a éclaté de rire, enfin débarrassée du fardeau de la famille. Leurs sourires narquois se sont effacés pour laisser place à l'horreur la plus totale quand ils ont compris que j'attendais ce moment depuis des mois, et que j'avais déjà tout prévu en secret. Ma réponse calme a été le début de leur cauchemar. Quel timing parfait, je viens de signer un bail pour un appart à Lyon et je commence le job de mes rêves lundi. Vous ne me reverrez plus. Avant de vous raconter en détail comment nous en sommes arrivés à cet instant précis, à ce point de rupture sismique qui a fait trembler les fondations de notre famille, j'aimerais prendre un moment. Cette histoire est intense, et je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être vécu des situations similaires. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. Savoir que nous sommes connectés, malgré les distances, me donne la force de continuer. Maintenant, revenons au début de la fin. Je m'appelle Elara, j'ai 24 ans. Jusqu'à récemment, je vivais dans ce que je considérais comme la maison familiale, un pavillon cossu dans la banlieue d'Orléans. De l'extérieur, tout semblait parfait. Une pelouse impeccablement tondue, des géraniums aux fenêtres, l'image même de la réussite provinciale. Mais cette façade cachait une réalité bien moins reluisante, une dynamique familiale toxique où j'étais devenue, au fil des ans, une étrangère sous mon propre toit. Mon quotidien était un exercice d'équilibriste permanent entre deux mondes. D'un côté, ma vie professionnelle, j'étais développeuse informatique, un métier que j'aimais, où ma logique et mes compétences étaient reconnues et valorisées. J'étais efficace, respectée. De l'autre côté, il y avait la maison. Dès que je franchissais le seuil, je n'étais plus personne. Je devenais une ombre, un fantôme dont la présence était tolérée tant qu'elle restait discrète, et surtout, financièrement utile. Le centre de notre univers familial, c'était ma sœur aînée, Coralie, 26 ans. Coralie était la lumière, l'artiste, la promesse. Belle, charismatique, elle avait toujours su naviguer les eaux de la vie avec une aisance déconcertante, obtenant tout par le simple pouvoir de son sourire. Son diplôme en communication ne lui avait pas encore offert de carrière stable, mais qu'importe. Elle explorait ses options, une excuse commode pour une vie de loisiveté financée par nos parents, Martine et Gérard. Pour elle, ils avaient transformé le sous-sol en un studio d'artiste, un espace immense et lumineux avec kitchenette, salle de bain privée et entrée indépendante. C'était son royaume, un cocon douillet où elle pouvait peindre, créer des contenus pour ses réseaux sociaux, et vivre sa vie de bohème, sans jamais se soucier du trivial détail qu'est un loyer. Elle était leur chef-d'œuvre, la preuve vivante de leur réussite en tant que parents. Et puis, il y avait moi. L'anomalie. La fille pragmatique et introvertie dans une famille qui ne valorisait que l'apparence et le panache. Ma passion pour les algorithmes et les structures de données était un mystère pour eux, une bizarrerie qu'ils traitaient avec un mélange de pitié et de dédain. Elle est tellement dans sa bulle, cette petite, disait ma mère. Avec son caractère, elle ne nous trouvera jamais un bon mari. Pour eux, ma carrière n'était pas une source de fierté, mais un plan B acceptable en attendant un mariage qui, selon eux, n'arriverait jamais. L'intégralité de mon parcours académique et professionnel s'était construite en opposition à leur indifférence. Chaque petit boulot pour payer mon DUT informatique, chaque nuit blanche pour décrocher ma licence, je l'avais fait seule. Ma remise de diplôme, ils y avaient assisté, mais leurs esprits étaient ailleurs, déjà occupés à planifier le prochain voyage de Coralie à l'étranger pour s'inspirer. Depuis 3 ans, je versais 700 € chaque premier du mois. Une participation, disait-il. Une extorsion polie, pensais-je. C'était le loyer de ma propre chambre d'enfant, le droit de continuer à exister dans leur périmètre. Cet argent, je savais exactement où il allait. Il servait à payer le leasing de la voiture décapotable de Coralie, à financer ses cours de poterie, à rembourser les dettes de ses multiples projets entrepreneuriaux qui échouaient les uns après les autres. J'étais devenue la banquière officieuse de la famille, l'investisseur silencieux dans le projet de vie de ma sœur. Eux ne voyaient qu'un virement automatique. Moi, je voyais des heures de travail, des sacrifices, et le rêve d'un chez-moi qui s'éloignait un peu plus chaque mois. Ils ne me détestaient pas. Je crois sincèrement qu'ils étaient incapables d'une émotion aussi forte à mon égard. Non, c'était pire. J'étais devenue une commodité, un élément du décor,
aussi utile et impersonnel que la chaudière ou le lave-vaisselle. Et on ne demande pas son avis à un lave-vaisselle. Alors que je naviguais dans ce quotidien glacial, ma résolution de partir commençait à prendre racine. C'était un projet secret, un jardin que je cultivais dans le silence de ma chambre après minuit. Je mettais à jour mon CV, je parcourais les offres d'emploi dans les grandes villes, je rêvais d'un endroit où mon nom ne serait pas précédé du titre de « la sœur de Coralie ». C'est au cœur de cette phase de planification clandestine qu'un événement aussi improbable qu'un orage de neige en plein été est venu semer le chaos dans mon esprit. C'était un mardi soir ordinaire. J'étais rentré tard du travail, épuisé par une journée de débogage intensif. J'avais grignoté un sandwich en solitaire dans la cuisine, puis je m'étais enfermé dans ma chambre, mon seul véritable sanctuaire. Vers 21h, alors que j'étais absorbé par la lecture d'un article technique, j'ai entendu des coups discrets à ma porte. C'était si rare que j'ai d'abord cru avoir rêvé. Personne ne frappait jamais à ma porte. La porte s'est entr'ouverte, et la tête de ma mère est apparue. Son expression était inhabituellement douce, presque timide. Dans ses mains, elle tenait une assiette. L'arôme qui s'en dégageait a court-circuité mon cerveau. C'était l'odeur de mon enfance, l'odeur réconfortante du gratin dauphinois, avec de l'ail et de la noix de muscade. Mon plat préféré. Un plat qu'elle n'avait pas cuisiné depuis au moins 10 ans. J'en ai fait pour le dîner de Coralie, et il en restait un peu, a-t-elle murmuré, comme pour s'excuser. J'ai vu que tu n'avais pas beaucoup mangé. Ça te réchauffera. Elle a posé l'assiette sur le coin de mon bureau, a évité mon regard et a disparu, refermant la porte derrière elle. Je suis resté immobile, fixant l'assiette fumante. C'était plus qu'un simple plat. C'était un message, un symbole. Dans ce désert affectif, c'était une goutte d'eau. Et mon cœur, desséché par des années de négligence, s'est jeté dessus avec une avidité désespérée. Une voix insidieuse a commencé à chuchoter à mon oreille. Tu vois ? Elle pense à toi. Tu es injuste. Tu es trop dur avec eux. Une famille, c'est compliqué. Tu ne peux pas tout jeter en l'air pour quelques déceptions. Cette seule assiette de gratin a suffi à ébranler des mois de certitude. Les jours suivants ont été un supplice. Mon plan d'évasion, si clair et si logique, me semblait soudainement être l'œuvre d'une fille cruelle et ingrate. Lyon, qui représentait la liberté, est devenu synonyme d'exil et de solitude. J'ai commencé à interpréter le moindre geste. Un « bonjour » de mon père dans le couloir, un sourire de Coralie, probablement parce qu'elle venait de recevoir un nouveau colis, devenaient des signes d'une possible réconciliation. J'étais prise au piège de l'espoir, le plus dangereux des pièges. La lutte interne était féroce. La développeuse en moi analysait les données, des années de preuves tangibles de négligence contre un seul geste ambigu. La conclusion logique était évidente. Mais la petite fille en moi, celle qui voulait juste que sa maman lui prépare son plat préféré, refusait d'écouter la raison. Elle voulait y croire. Elle était prête à tout pardonner pour une nouvelle miette d'affection. J'ai passé une nuit entière à ne pas dormir, le cœur battant, pesant le pour et le contre. J'ai même ouvert mon ordinateur pour écrire un email de désistement à la recruteuse de Lyon. J'ai écrit la première phrase, suite à notre conversation, je suis au regret de vous informer. Je fixais le curseur clignotant, les larmes aux yeux. J'étais sur le point de saboter ma propre libération, de me condamner à perpétuité dans cette prison invisible. J'étais prête à échanger ma liberté contre l'illusion d'un amour qui n'existait probablement que dans mes rêves. La vérité, cependant, n'allait pas tarder à me réveiller de la plus brutale des manières. Ce piège, qu'il ait été tendu consciemment ou non, a failli me coûter bien plus qu'un simple emploi. Il a failli me coûter mon âme. L'illusion n'a duré que le temps d'un week-end. Le lundi suivant, la réalité m'a frappé avec la violence d'un accident de voiture. La douce chaleur du gratin dauphinois s'est transformée en un goût de cendre dans ma bouche. Tout a commencé par une lueur d'espoir bien réelle, cette fois. Une entreprise de logiciels à Orléans, une des plus cotées de la région, m'avait contacté via LinkedIn. Le poste de chef de projet junior qu'il proposait était une avancée significative pour ma carrière, et surtout, il m'offrait la possibilité de quitter la maison tout en restant proche d'eux,
eh bien, je ne savais plus de qui ni de quoi je voulais rester proche, mais l'idée était moins terrifiante que de partir à 400 kilomètres. Porté par mon optimisme retrouvé, j'ai commis l'erreur fatale d'en parler à ma mère. Oh, c'est une excellente nouvelle, lui ai-je dit, le cœur battant. J'ai un premier entretien la semaine prochaine. Elle a souri vaguement, un sourire que je voulais croire encourageant. C'est très bien, ma chérie. Fais de ton mieux. 3 jours plus tard, un email bref et impersonnel est tombé dans ma boîte de réception. L'entretien était annulé. Le poste avait été pourvu en interne. La déception a été vive, mais je suis une professionnelle. J'ai accusé le coup, me disant que ces choses arrivaient. C'est le soir même que j'ai compris que le hasard n'avait rien à voir là-dedans. Je montais me coucher lorsque j'ai entendu la voix de Coralie provenant de sa chambre, la porte entr'ouverte. Elle parlait à une amie au téléphone, son ton était léger et moqueur. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais quelques mots ont capté mon attention et m'ont cloué sur place. Ma sœur, son entretien, l'ex de Thomas. Je me suis approchée, le cœur battant à tout rompre. Et là, j'ai entendu la phrase qui a tout fait basculer. Oui, j'ai juste demandé à Thomas de glisser un mot à son ex, celle qui bosse au RH. Rien de méchant, juste qu'Elara est un peu spéciale. Tu vois, pas très esprit d'équipe, toujours dans son coin, un peu arrogante avec son truc d'informatique. Apparemment, ça a suffi. Ils ont annulé l'entretien. Elle a eu un rire cristallin, un rire de pure satisfaction. Il faut bien la garder un peu sous contrôle, non? Si elle commence à prendre la grosse tête et à gagner plus d'argent, elle va finir par nous échapper. Et puis, entre nous, c'est moi l'artiste de la famille. C'est ma carrière qui est importante. La sienne, c'est juste, utile. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. L'air m'a manqué. Ce n'était pas une simple méchanceté. C'était un acte de sabotage, un acte d'une cruauté calculée. Elle ne voulait pas seulement me voir échouer, elle voulait activement m'empêcher de réussir. Pour elle, ma liberté était une menace. Mon succès était une insulte. Mon rôle, mon unique rôle, était de rester dans l'ombre et de financer ses ambitions. Et le gratin. Mon Dieu, le gratin. Ce n'était pas un geste de paix. C'était une anesthésie. Une façon de m'endormir, de me calmer, de s'assurer que je reste docile pendant qu'il complotait dans mon dos. La prise de conscience a été si violente qu'elle m'a donné la nausée. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La tristesse a duré 30 secondes. Puis une vague de colère froide, une rage comme je n'en avais jamais ressenti, a tout balayé. Ce n'était plus une question de partir. C'était une question de survie. Je vous pose la question, à vous qui m'écoutez. Imaginez-vous un instant à ma place, dans ce couloir sombre, entendant la personne qui partage votre sang se vanter d'avoir détruit vos espoirs. Quelle aurait été votre réaction? La colère? Les larmes? Le désir de vengeance? Dites-le moi dans les commentaires, parce que ce soir-là, j'ai compris que le pardon était une faiblesse que je ne pouvais plus me permettre. Ils avaient voulu me mettre en cage. J'allais leur faire regretter d'avoir oublié que certaines créatures, une fois blessées, ne se contentent pas de pleurer. Elles mordent. Mon cœur ne s'est pas brisé. Il est devenu aussi dur et tranchant que du diamant. La trahison a été le catalyseur. Le choc passé, mon esprit est devenu d'une clarté redoutable. Toutes mes hésitations, toutes mes craintes, toutes mes vaines tentatives de trouver des excuses à ma famille se sont évaporées, consumées par le feu de ma colère. Mon plan d'évasion n'était plus une simple option, c'était ma seule issue, mon unique objectif. Je l'ai abordé non plus avec l'espoir d'une vie meilleure, mais avec la précision froide d'un général préparant une offensive décisive. Mon ordinateur, autrefois mon refuge, est devenu mon quartier général. Le monde du code m'avait appris la rigueur, la patience et l'art de construire des systèmes complexes à partir de rien. J'ai appliqué ces principes à ma propre vie. Mon projet s'appelait « Opération Liberté » et il ne laissait aucune place à l'improvisation. La première phase fut de réactiver le contact avec Lyon. J'ai envoyé un email à la recruteuse, expliquant avec un aplomb qui me surprenait moi-même que, suite à une réévaluation de mes priorités personnelles, j'étais désormais convaincu que leur opportunité était la meilleure pour moi.
Ma performance lors des entretiens précédents avait laissé une excellente impression. Ils m'ont rappelé dans les 48 heures. Après un dernier entretien formel, l'offre ferme est arrivée. 65 000 € par an. En voyant le PDF du contrat de travail s'afficher sur mon écran, je n'ai pas sauté de joie. J'ai ressenti une satisfaction sombre et intense. C'était la première victoire, la première brèche dans les murs de ma prison. Dès lors, j'ai mené une existence schizophrénique. Le jour, je portais le masque de la fille soumise et effacée. Je subissais en silence les remarques condescendantes de Coralie, qui, se croyant victorieuse, était plus arrogante que jamais. Je répondais par monosyllabes aux questions de mes parents. Je jouais mon rôle à la perfection, devenant une experte dans l'art de la dissimulation. La nuit, ma vraie vie commençait. Ma chambre se transformait en centre de commandement. Je passais des heures sur les sites immobiliers, scrutant les annonces d'appartements à Lyon. Je ne cherchais pas juste un toit, je cherchais un anti chez moi. Je voulais de la lumière, un balcon, une vue dégagée. Tout le contraire de ma chambre sombre qui donnait sur le mur du voisin. J'ai trouvé la perle rare à la Croix-Rousse. Un T2 lumineux avec un petit balcon filant. J'ai monté mon dossier de location comme on prépare une thèse, chaque document était scanné, classé, impeccable. J'ai passé la visite virtuelle, j'ai échangé avec l'agence, et j'ai signé le bail électroniquement à 2 heures du matin, dans le silence de la maison endormie. C'était un acte de rébellion silencieux, mais terriblement puissant. La phase 3 concernait l'infrastructure de mon indépendance. J'ai ouvert un compte courant à la Société Générale de Lyon, une procédure entièrement réalisable en ligne. Ce compte est devenu mon coffre-fort secret. J'ai contacté mon service RH, prétextant des problèmes avec ma banque actuelle, j'ai fait modifier mes coordonnées bancaires pour que mon dernier salaire soit viré sur ce nouveau compte. Chaque soir, je faisais de petits virements de mon compte épargne vers ce havre de paix numérique, vidant progressivement le navire avant de le saborder. Enfin, la logistique. J'ai obtenu plusieurs devis de déménageurs, les comparant avec la minutie d'un analyste financier. J'ai choisi une petite entreprise locale réputée pour sa discrétion et son efficacité. J'ai fixé la date au vendredi matin, un moment où mes parents seraient probablement au travail et Coralie encore endormie. J'ai payé la compte avec ma nouvelle carte bancaire. Le plan était complet, chaque détail verrouillé. Pendant ces 3 mois, je me sentais comme une espionne en territoire ennemi. La tension était constante, mais elle était vivifiante. Chaque interaction avec ma famille était une pièce de théâtre où je jouais le rôle de la victime, tout en sachant que j'étais la seule à connaître le dénouement. Ils me voyaient comme leur pion, docile et prévisible. Ils ne se doutaient pas une seconde que le pion était sur le point d'atteindre l'autre bout de l'échiquier et de se transformer en reine. Le jour J est arrivé un samedi matin. Le temps était à l'image de l'atmosphère qui couvait, bas, gris et lourd de promesses d'orage. J'étais dans le salon, mon ordinateur portable sur les genoux, prétendant travailler sur un projet personnel. En réalité, je répondais à un email de ma future équipe à Lyon. C'était une façon de me connecter à mon avenir, de me donner du courage pour la scène qui allait se jouer. Comme prévu, ils sont descendus en formation de combat. Ma mère, Martine, en éclaireuse, le visage empreint d'une gravité affectée. Mon père, Gérard, en soutien tactique, les bras croisés pour se donner une contenance. Et Coralie, en artillerie lourde, incapable de dissimuler le triomphe qui brillait dans ses yeux. Le tribunal de famille était en session. Et Lara, a commencé ma mère, sa voix tremblant d'une émotion feinte. Il faut qu'on te parle sérieusement. Ton père et moi sommes très inquiets pour toi. L'ironie de cette phrase m'a presque fait sourire. Inquiet ? Il ne l'avait jamais été. J'ai levé les yeux, composant un masque de parfaite innocence. Inquiet ? Pourquoi donc ? Nous pensons que tu stagnes, a enchaîné mon père, prenant le relais. Tu es une jeune femme maintenant. Tu as un travail stable, c'est bien. Mais la vie, ce n'est pas que ça. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, que tu deviennes une vraie adulte. C'était fascinant de les écouter. Ils avaient répété leur discours. Chaque mot était pesé, chaque phrase conçue pour me faire sentir petite, immature, redevable. Ils construisaient leur justification morale avant de prononcer la sentence.
Coralie, toujours aussi subtile qu'un bulldozer, a perdu patience. Oh, arrêtez vos manières. Ce qu'on essaie de te dire, Elara, c'est que la récré est finie. Tu as 30 jours pour plier tes clics et tes claques et te trouver un appartement. Le silence est tombé, chargé de venin. Ma mère a fusillé Coralie du regard, non pour la brutalité des mots, mais pour avoir ruiné sa performance de mère aimante mais ferme. Puis, abandonnant tout prétexte, elle a durci son expression. Son regard est devenu froid comme l'acier. Ce que ta sœur veut dire, c'est que nous avons décidé qu'il était temps pour toi de voler de tes propres ailes. Tu as donc un mois, 30 jours, pour quitter ma maison. Le MA était la clé. La déclaration de propriété. Le coup de grâce. J'étais officiellement une locataire en fin de bail. Ils se tenaient là, immobiles, savourant leur pouvoir. Ils attendaient. C'était le moment qu'ils anticipaient depuis des semaines. L'effondrement. Les larmes. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Ils voulaient se nourrir de ma détresse, se conforter dans l'idée qu'ils étaient forts et que j'étais faible. Je n'ai pas bougé. J'ai lentement, très lentement, fermé mon ordinateur portable. Le clic a été le seul son dans la pièce. J'ai posé l'appareil sur la table basse. Puis j'ai levé les yeux et je les ai regardés. Un par un. J'ai soutenu le regard de ma mère jusqu'à ce qu'elle sille. J'ai regardé Coralie, dont le sourire commençait à se crisper face à mon manque de réaction. J'ai regardé mon père, qui fuyait déjà mon regard pour contempler ses chaussures. Le silence s'est étiré. 1, 2, 10 secondes. Pour eux, ce devait être une éternité. Leur scénario était en train de dérailler. L'actrice principale refusait de jouer sa partition. Finalement, j'ai laissé un sourire se dessiner sur mes lèvres. Pas un grand sourire. Juste un léger étirement des coins de ma bouche. Un sourire énigmatique, teinté d'un amusement que je ne cherchais même pas à cacher. Leur confusion était palpable. Ce n'était pas la réaction attendue. Ce n'était pas dans le script. Et c'est là qu'ils ont commencé à avoir peur, sans même savoir encore pourquoi. Ils attendaient une tragédie grecque. Je leur ai offert le début d'un thriller psychologique dont j'étais l'unique auteur. Mon sourire a eu l'effet d'une dissonance dans leur symphonie triomphale. Le visage de ma mère s'est fermé. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu ne prends pas la situation au sérieux? Au contraire, ai-je répondu, ma voix calme tranchant avec la tension ambiante. Je la prends très au sérieux. À tel point que je suis entièrement d'accord avec vous. Il est temps pour moi de partir. Je me suis levée du canapé, j'ai fait quelques pas dans la pièce, comme pour me dégourdir les jambes. En fait, je dirais même que votre timing est une coïncidence presque miraculeuse. Le mot « miraculeuse » les a laissés perplexes. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis retournée pour leur faire face, mon sourire s'élargissant légèrement. Je raconte que vous m'accordez 30 jours, ce qui est très généreux de votre part. Mais je n'en aurai pas besoin. Je prévoyais de vous annoncer mon départ ce soir. Les déménageurs arrivent vendredi prochain à 8 heures du matin. Je les ai regardés s'absorber l'information, puis j'ai asséné le coup final. Je commence mon nouveau poste de chef de projet à Lyon lundi. J'ai signé le bail de mon appartement à la Croix-Rousse la semaine dernière. Donc, comme je le disais, un timing parfait. J'ai ajouté, en les regardant droit dans les yeux, et bien entendu, vous ne me reverrez plus. Si un son pouvait décrire le silence qui a suivi, ce serait celui d'une chute vertigineuse. Leur visage était d'étoiles où se peignaient en direct les étapes de la stupéfaction. D'abord, l'incompréhension. Ensuite, l'incrédulité. Puis, lentement, une lueur de panique. C'est impossible, a bégayé Coralie. Tu mens. Tu dis ça pour nous faire réagir. Ah, la fameuse technique de manipulation, ai-je dit d'un ton léger. C'est drôle, j'aurais juré que c'était votre spécialité. Sans un mot de plus, j'ai récupéré mon téléphone. Mon public était captif, il était temps de leur présenter les preuves. Ceci, ai-je dit en leur montrant l'écran, est mon contrat de travail. Société Tech Solutions, Lyon. Salaire annuel, 65 000 €. Je vous laisse faire le calcul de l'augmentation.
J'ai vu le regard de mon père se fixer sur le chiffre. Il a dégluti difficilement. Ceci, ai-je continué en faisant glisser mon doigt, est le bail de location. T2, 45 mètres carrés, avec balcon. Vous voyez, ici, ma signature électronique. C'est officiel. Ma mère fixait les photos de l'appartement lumineux, le comparant sans doute mentalement à ma chambre exiguë. Et enfin, pour les plus sceptiques, ai-je conclu, voici l'email de confirmation de la société Les Déménageurs Sereins. Vendredi, 8 heures. J'aurais besoin que l'allée soit dégagée. Chaque preuve était un clou de plus dans le cercueil de leur arrogance. La réalité les frappait de plein fouet, une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée, je n'étais pas leur victime. J'étais leur adversaire, et j'avais plusieurs coups d'avance. La panique de Coralie a explosé. Mais, tu ne peux pas nous faire ça. C'est égoïste. Qui va s'occuper des parents quand ils seront vieux? Qui va aider en cas de problème? Sa tirade était si prévisible, si transparente. Laisse-moi réfléchir, ai-je répondu, en la toisant. La personne qui va s'occuper d'eux sera sans doute la même personne en qui ils ont investi tout leur temps, tout leur argent et tout leur amour pendant 26 ans. Cette responsabilité te revient de droit, grande sœur. Tu es leur chef-d'œuvre, après tout. Il est temps de voir ce que tu vaux vraiment. Je me suis ensuite tournée vers mes parents. Et quant à être égoïste? Est-ce plus égoïste de construire sa propre vie, ou de saboter délibérément la carrière de sa propre sœur pour la forcer à rester et à payer les factures? Coralie est devenue blanche comme un linge. Ma mère a haleté. Comment? Oh, les murs ont des oreilles dans cette maison, ai-je dit vaguement. Surtout quand on se vante de ses exploits au téléphone. C'est là que leur peur a changé de nature. Ce n'était plus la peur de perdre une source de revenus. C'était la peur de quelqu'un qui réalise que son adversaire connaît toutes ses cartes, tous ses sales petits secrets. Ils avaient cru me chasser. Ils réalisaient maintenant que c'était moi qui les avais piégés. Face à la révélation de ma connaissance de leur manigance, leur front uni s'est fissuré. Mon père a reculé d'un pas, l'air complètement dépassé. Coralie était muette, pétrifiée par la honte et la peur d'être exposée. C'est ma mère qui a tenté une dernière contre-attaque désespérée, troquant la cruauté pour le pathétique. Elle a fondu en larmes, de vraies larmes cette fois, des larmes de panique. Et Lara, comment peux-tu être si dure, a-t-elle sangloté. Nous sommes ta famille. Tout ce que nous avons fait, c'était par amour. Nous voulions seulement te protéger, te pousser à être la meilleure version de toi-même. Le discours était si usé, si transparent, que j'ai ressenti une lassitude immense. Par amour, ai-je répété, ma voix dénuée de toute inflexion. C'est par amour que tu as laissé Coralie me rabaisser toute mon enfance? C'est par amour que vous avez financé tous ces caprices pendant que je devais travailler pour payer mes études? Et c'est par amour que vous avez comploté pour me jeter dehors afin de lui offrir une salle de sport privée? Chaque question était un coup porté, la déconstruction méthodique de leur récit autocomplaisant. J'ai entendu votre conversation il y a 4 mois, ai-je continué, sans lui laisser le temps de répondre. J'ai entendu vos rires. J'ai entendu maman dire que j'étais trop faible pour m'en sortir seule, que je reviendrais en rampant. Était-ce aussi une forme d'amour? Une technique de motivation? Ma mère a secoué la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Mon père, lui, a essayé de reprendre la main, mais sa voix manquait d'assurance. Tu déformes tout, et Lara. Tu es trop sensible. Tu as toujours tout pris au premier degré. Sensible? Un petit rire sec m'a échappé. Non, père. Je suis lucide. C'est très différent. Et ma lucidité me dit que cette conversation n'a rien à voir avec mon bien-être. Elle a à voir avec votre portefeuille. C'est cette dernière phrase qui a fait sauter le dernier verrou. Ma mère a arrêté de pleurer. Elle a relevé la tête, son visage défait, ses yeux rougis. Le masque de la mère aimante est tombé, révélant la femme terrifiée en dessous. Sa voix n'était plus qu'un murmure, une confession involontaire arrachée par la panique. Nous ne pouvons pas. Et Lara, nous ne pouvons pas garder la maison sans tes 700 €. La phrase est restée suspendue dans l'air, nue et laide. C'était la vérité. La seule et unique vérité.
Tout le reste n'était que littérature. Leur amour, leurs inquiétudes, mon indépendance, tout n'était qu'un emballage pour cette simple et sordide réalité financière. Ils ne me chassaient pas, ils sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis, et ils venaient de s'en rendre compte. J'ai ressenti un étrange détachement. Je m'étais attendu à ressentir de la colère, de la tristesse, peut-être même une pointe de triomphe. Mais il n'y avait rien de tout ça. Juste un grand vide. La confirmation que mes pires craintes étaient en deçà de la réalité. Je sais, ai-je répondu doucement. Mon père m'a regardé, surpris. Tu sais? Bien sûr que je sais. Je ne suis pas idiote. Je vois bien les factures qui s'accumulent. Je vois bien que le train de vie de Coralie coûte plus cher que ton salaire. Je me suis tournée vers ma mère. Et quand tu as saboté mon entretien à Orléans, ce n'était pas seulement par méchanceté. C'était aussi par peur. La peur panique que je puisse devenir indépendante tout en restant assez proche pour que vous puissiez continuer à puiser dans mes finances en cas de besoin. Mon départ pour Lyon ruine ce plan, n'est-ce pas? Leur silence était un aveu. Ils avaient non seulement exploité mon présent, mais ils avaient aussi tenté d'hypothéquer mon avenir pour garantir leur confort. Alors, cette fameuse aide, ai-je conclu, cela ressemble maintenant à votre problème. Plus au mien. Cette confession n'a pas suffi à me faire changer d'avis. Au contraire, elle a scellé ma décision dans le béton. Ce n'était pas une famille que je quittais. C'était une transaction commerciale abusive, et je venais de la résilier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'aveu de leur dépendance financière a marqué un point de non-retour. La conversation a sombré dans un chaos de supplications et de reproches décousus. Mon père a commencé à parler chiffres, calculant à voix haute comment il pourrait s'en sortir. Ma mère alternait entre les larmes et les accusations, me traitant d'ingrate. Coralie, elle, était silencieuse, le visage décomposé, réalisant que son paradis subventionné était en train de s'écrouler. Ils pensaient avoir touché le fond. Ils ignoraient que je n'avais pas encore révélé toute la profondeur de l'abîme. Ce n'est pas seulement mes 700 € le problème, ai-je dit calmement, coupant court à leurs lamentations. Le problème est bien plus grave que ça. Ils se sont tus, me regardant avec une appréhension mêlée de défi. Papa, ai-je commencé, en le fixant. Je sais que le mois dernier, tu as encore dû puiser dans ton assurance vie pour compléter la mensualité du crédit immobilier. Je sais que cela fait presque 1 an que vous êtes en déficit constant. Son visage a perdu ses dernières couleurs. Mais comment, ce n'est pas possible. Tes relevés bancaires. Tu les laisses traîner sur ton bureau. Tu es tellement désorganisé que tu ne remarques même pas quand quelqu'un remet un peu d'ordre. J'ai vu les lettres de la banque. Les premières étaient des rappels polis. Les dernières, beaucoup moins. L'avis de mise en demeure avant procédure de saisie immobilière, ça te dit quelque chose? Il est arrivé il y a 3 semaines. Je l'ai vu avant que tu ne le caches sous une pile de factures. Je les ai laissés digérer cette information. Une saisie immobilière. Les mots flottaient dans l'air, lourds et menaçants. Et ce n'est pas tout, ai-je enchaîné, me tournant vers ma mère. Ta fameuse prime de performance que tu disais attendre. C'est étrange, parce que mon amie Chloé, qui travaille au service comptabilité de ta boîte, m'a dit que la direction avait annoncé une vague de licenciements économiques pour la fin du trimestre. Ton service, celui de l'administration des ventes, est le premier sur la liste. Tu n'attends pas une prime, maman. Tu attends une lettre de licenciement. Ma mère a porté la main à son cœur, comme si elle allait s'évanouir. Enfin, mon regard s'est posé sur Coralie. Quant à toi, ma chère sœur. T'es investisseur pour ta ligne de bijoux fait main. J'ai reçu un appel étrange la semaine dernière. Un certain monsieur Durand, qui semblait très en colère. Il disait que tu lui devais 2000 € et que si tu ne remboursais pas, il porterait plainte pour escroquerie. Il a appelé sur le fixe, pensant que tu vivais toujours officiellement ici. Le château de cartes s'est effondré dans un silence de mort. Chacune de mes révélations était une vérité qu'ils s'étaient cachée à eux-mêmes et aux autres. Leur précarité financière,
l'instabilité de leurs emplois, les dettes de leurs filles prodiges. J'avais mis à nu tout le système fragile sur lequel reposait leur illusion de respectabilité. Je n'ai pas cherché ces informations pour vous nuire, ai-je dit, et c'était vrai. Elles sont venues à moi parce que, contrairement à vous, je fais attention. Je lis le courrier qui traîne, j'écoute les messages sur le répondeur, je parle à mes amis. Quand j'ai compris l'ampleur des dégâts, j'ai cru un instant que je pouvais vous aider. J'ai cru que c'était mon rôle. Mais ensuite, vous avez essayé de me briser, de me priver de mon propre avenir. Vous m'avez montré que je n'étais pas votre fille, mais votre solution de secours. Et les solutions de secours, ça a une durée de vie limitée. Je n'étais plus en colère. J'étais juste fatiguée. Fatiguée de leurs mensonges, de leurs secrets, de leur incompétence. Mon départ n'était plus une vengeance. C'était une mesure de salubrité publique. Pour moi. La fuite vers l'anonymat d'une chambre d'hôtel a été un soulagement. J'ai coupé mon téléphone pendant plusieurs heures, savourant le silence, le simple fait de n'être redevable envers personne. Lorsque je l'ai rallumé, c'était un champ de bataille numérique, des dizaines d'appels manqués de mes parents, une avalanche de messages de Coralie, allant de l'insulte à la supplication. Et puis, 2 appels que je n'attendais pas. Le premier était de ma tante Isabelle, la sœur de ma mère. Sa voix était empreinte d'une tristesse sincère. « Et Lara, c'est Isabelle. J'ai eu Martine au téléphone. Elle est, dans un état second. Je ne vais pas essayer de te faire changer d'avis, je voulais juste comprendre. » Alors, pour la première fois, j'ai tout déballé à un membre de ma famille. Sans filtre, sans colère, juste les faits. L'exploitation financière, la négligence affective, le favoritisme éhonté, et le coup de grâce, le sabotage de mon entretien d'embauche. À l'autre bout du fil, le silence était total. Quand j'ai terminé, tante Isabelle a soupiré longuement. Mon Dieu! Je savais que ce n'était pas parfait, mais je n'imaginais pas ça. Elle a hésité, puis a ajouté d'une voix plus basse. Tu sais, Martine, elle n'a pas toujours été comme ça. Quand nous étions jeunes, elle était la plus brillante de nous deux. Elle voulait faire des études d'architecture. Mais mes parents, tes grands-parents, étaient très traditionnels. Ils pensaient que la place d'une femme était à la maison. Ils l'ont poussée à se marier avec Gérard, à abandonner ses rêves. Je crois qu'elle ne s'en est jamais remise. Elle a reporté toute son ambition déçue sur Coralie, la fille jolie et populaire. Et toi, avec ton intelligence discrète, ta réussite dans un domaine qu'elle ne comprend pas, tu es un miroir constant de la vie qu'elle aurait pu avoir. C'est impardonnable de sa part, mais c'est peut-être une partie de l'explication. Cette perspective ne changeait rien à la douleur, mais elle y ajoutait une couche de complexité. Ma mère n'était pas seulement une tortionnaire, elle était aussi une femme brisée qui propageait sa propre misère. Ça ne la rendait pas moins coupable, mais ça la rendait tragiquement humaine. Je suis désolée, et Lara, a conclu ma tante. Je suis vraiment désolée que tu aies dû subir ça. Fais ta vie. Tu l'as bien mérité. Le second appel était encore plus inattendu. C'était mon oncle Hervé, le frère aîné de mon père. Un homme taiseux, un artisan qui avait toujours gardé ses distances avec les drames familiaux. Sa voix rocailleuse a retenti dans le combiné. Et Lara? C'est ton oncle Hervé. Ton père m'a appelé. Il m'a servi une histoire à dormir debout. J'ai fait semblant de le croire, puis j'ai raccroché. Il a marqué une pause. Je t'appelle juste pour te dire une chose, bravo. J'étais tellement surprise que je n'ai pas pu répondre. Bravo, ai-je fini par articuler. Oui, bravo, a-t-il répété. Ça fait 15 ans que je regarde ce petit cirque. 15 ans que je vois ton père et ta belle-mère transformer ta sœur en pot de fleurs inutile et te traiter comme un carnet de chèques. On n'a jamais rien dit, parce que dans les familles, on ne se mêle pas des affaires des autres. Mais on n'est pas aveugle, tu sais. Tu es la seule dans ce lot à avoir les pieds sur terre. La seule à t'être construite toute seule. Je suis fière de toi. L'émotion m'a submergée. Venant de cet homme de peu de mots, cette validation était plus précieuse que de l'or. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit à Lyon, a-t-il ajouté, et je dis bien n'importe quoi, un problème de plomberie ou juste envie de parler à quelqu'un qui ne te jugera pas, tu as mon numéro.
N'hésite pas sérieusement. En raccrochant, j'ai pleuré. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de rage. C'étaient des larmes de soulagement. J'avais passé ma vie à me sentir seule, anormale, à me demander si le problème ne venait pas de moi. Ces 2 conversations venaient de me le confirmer, je n'étais pas folle. Le problème n'avait jamais été moi. Et j'ai compris que la famille, la vraie, ce n'est pas forcément celle où l'on est. C'est parfois celle que l'on découvre en chemin. La veille du déménagement, je suis retournée dans la maison une dernière fois. Il était tard, et la maison était plongée dans une obscurité silencieuse. J'avais besoin de récupérer quelques affaires personnelles que j'avais oubliées, mais c'était surtout un pèlerinage d'adieu. Je devais affronter les fantômes de ce lieu pour pouvoir le quitter sans regret. Je suis montée directement dans ma chambre. La plupart de mes affaires étaient déjà dans des cartons, empilés contre le mur, portant des étiquettes écrites au marqueur, livres, vêtements, cuisine. La pièce, dépouillée de ma personnalité, semblait plus petite, plus triste. C'était la chambre d'une personne de passage, pas d'une enfant qui y avait grandi. J'ai ouvert le dernier tiroir de ma commode, celui que j'avais gardé pour la fin. À l'intérieur, dans une vieille boîte à biscuits en métal, se trouvait ma boîte à souvenirs. Pas les photos de famille, non. Mes souvenirs à moi. Les preuves de mon existence. J'ai sorti les objets un par un, les étalant sur mon lit. Il y avait mon premier bulletin de CP avec l'appréciation de l'institutrice, et Lara est une élève brillante mais trop discrète. Il y avait la médaille que j'avais gagnée au concours de mathématiques kangourou en 4e. Je me souvenais l'avoir montrée à mes parents. Mon père avait grogné un « c'est bien » sans lever les yeux de son journal. Il y avait le premier programme informatique que j'avais écrit, imprimé sur du papier jauni. J'ai tenu ces reliques dans mes mains. Pendant des années, je les avais gardées comme des preuves à charge, les témoins silencieux de leur indifférence. Mais ce soir-là, mon regard a changé. Ce n'étaient pas des symboles de leur échec, mais de ma réussite. C'étaient les trophées d'une guerre que j'avais menée seule. Chaque bonne note, chaque petite victoire, je ne la devais qu'à moi-même. J'ai souri. J'ai pris une pochette en plastique vide et j'y ai glissé précieusement chaque document. Cette pochette irait dans ma valise personnelle, pas dans un carton. C'était mon héritage. Mon regard a été attiré par le placard. Je l'ai ouvert. Au fond, sur une étagère haute, il y avait les albums photos de la famille. Par curiosité morbide, j'en ai attrapé un au hasard. Il était intitulé « Vacances en Bretagne, 2010 ». Page après page, c'était le même spectacle. Coralie posant devant le phare, Coralie mangeant une crêpe, Coralie riant aux éclats sur la plage. Sur la plupart des photos, je n'apparaissais pas. Et quand j'y étais, c'était en arrière-plan, le visage à moitié caché, comme une touriste qui se serait incrustée sur le cliché. J'ai refermé l'album. Il n'y avait rien à regretter. Je n'avais jamais vraiment fait partie de cette histoire. Avant de partir, j'ai scanné la pièce une dernière fois. Sur ma table de chevet vide, il y avait une enveloppe. L'écriture de ma mère. Je l'ai ouverte. Et Lara, mon enfant. Je t'en supplie. Ne pars pas. Nous pouvons changer. Je t'aime. Les 3 derniers mots étaient presque illisibles, brouillés par ce qui semblait être une larme. Il y a quelques mois, cette lettre m'aurait anéanti. Elle m'aurait fait douter. Mais ce soir-là, je l'ai lue avec un calme olympien. Les mots étaient jolis, mais ils étaient vides. Ils arrivaient des années trop tard. J'ai replié la lettre et je l'ai laissée sur la table. C'était son histoire, plus la mienne. J'ai éteint la lumière, et j'ai quitté ma chambre pour la dernière fois, sans me retourner. En descendant les escaliers, je me sentais incroyablement légère. Je ne fuyais pas. Je ne m'échappais pas. Je prenais simplement possession de ma propre vie. Je ne laissais rien derrière moi qui m'appartenait vraiment. Tout ce que j'étais, tout ce que j'avais accompli, je l'emportais avec moi. Cela fait maintenant 6 mois que j'habite à Lyon. 6 mois que j'ai respiré pour la première fois l'air de la liberté. J'écris ces mots depuis mon canapé, un plaid sur les genoux, en regardant la pluie d'automne tomber sur les toits de la Croix-Rousse. Et pour la première fois de ma vie, je me sens chez moi. Mon travail est devenu bien plus qu'un simple emploi.
C'est un lieu d'épanouissement. J'ai été promu chef de projet junior il y a 2 mois, après avoir mené à bien un projet complexe. La reconnaissance de mes pairs, leurs encouragements, ont été un baume sur des années de dévalorisation. J'ai appris à prendre la parole en réunion, à défendre mes idées, à ne plus m'excuser d'exister. Je découvre une version de moi-même que je ne soupçonnais pas, une femme confiante, compétente et respectée. Ma vie sociale, autrefois inexistante, a fleuri. Le club de randonnée m'a permis de rencontrer des gens formidables, de tous âges et de tous horizons. Avec 2 d'entre eux, Claire et Mathieu, une amitié solide s'est nouée. Ils connaissent une version édulcorée de mon histoire familiale, juste assez pour comprendre pourquoi je ne rentre jamais à Orléans pour les fêtes. Ils ne me jugent pas. Ils m'offrent leur présence simple et chaleureuse, ce qui est tout ce dont j'ai besoin. Pour la première fois, j'ai organisé un dîner chez moi. Préparer un repas pour des amis, dans ma propre cuisine, avec ma propre musique, a été un moment d'une joie simple mais profonde. Ce sont ces petites victoires qui reconstruisent une vie. Mais la transformation la plus significative se déroule chaque semaine, dans le cabinet feutré de ma thérapeute. J'ai compris que quitter la maison n'était que la première étape. La seconde, bien plus ardue, est de déloger la « famille toxique » que j'avais intériorisée dans ma tête. Cette petite voix qui critique, qui doute, qui me dit que je ne mérite pas d'être heureuse. Chaque séance est un combat, un travail de déconstruction patient. Je pleure beaucoup. Je suis souvent en colère. Mais je progresse. J'apprends à m'affirmer, à identifier mes propres besoins, à me donner la permission d'être imparfaite. Je réapprends à m'aimer. J'ai eu des nouvelles indirectes de ma famille par mon oncle Hervé, avec qui je parle de temps en temps. La maison a été vendue. Ils vivent désormais dans un petit F3 en location. Ma mère n'a pas retrouvé de travail. Mon père cumule 2 temps partiels. Coralie, après avoir été renvoyée de son poste de vendeuse, est retournée vivre avec eux. Apparemment, l'ambiance est explosive. Mon oncle m'a dit que mon père avait demandé de mes nouvelles. Je n'ai pas répondu. Je n'éprouve plus de haine, ni même de colère. Juste une indifférence polie. Leur vie ne me concerne plus. Je sais que le chemin de la guérison est encore long. Il y aura d'autres moments de doute, d'autres cicatrices qui se réveilleront. Mais je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la victime silencieuse qui attendait des miettes d'affection. Je suis l'architecte de ma propre existence. Si mon histoire a pu trouver un écho en vous, si vous aussi, vous vous êtes senti piégé, invisible ou brisé par ceux qui auraient dû vous construire, je veux vous dire ceci, vous n'êtes pas seul. Votre douleur est légitime. Et surtout, vous avez le droit de vous choisir. Vous avez le droit de partir, de poser des limites, de couper les ponts s'il le faut. La famille n'est pas une obligation, c'est un lien qui doit se mériter. Parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse accomplir est envers soi-même. N'hésitez pas à partager un mot, une pensée, ou votre propre histoire dans les commentaires. Créons ensemble une communauté de survivants, pas de victimes. Merci infiniment de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous, aimez-vous, et n'oubliez jamais que vous méritez le meilleur. À très bientôt.